Le premier constat que nous avions eu avec Sébastien Abyss, avec lequel j'ai co-dirigé ce dossier de la nouvelle livraison de la Revue internationale et stratégique, c'était celui que nous venions de terminer une décennie qui était un peu une décennie gâchée. Peut-être la décennie des occasions manquées et qui finalement était marquée par un grand désarroi au niveau international. On constatait pour notre part, mais c'est sujet à discussion bien évidemment, que, mis à part l'Asie, qui est une zone spécifique, et notamment à cause ou grâce à la Chine, il y avait une sorte de paralysie qui s'était établie dans le cours des relations internationales. L'Union européenne, pour sa part, restait pétrie de ses contradictions, n'arrivait pas à générer un nouveau modèle, ne parvenait pas à se refonder. Les États-Unis, pour leur part, se retiraient graduellement de toutes les formes de coopération multilatérale. L'Afrique, même s'il y a quelques points d'émergence, se débattait dans ses propres contradictions et avait beaucoup de difficultés à véritablement s'affirmer sur le champ international. L'Amérique latine était marquée par des disparités, par des conflits assez violents, même s'il y a eu quelques expériences qui tentaient justement de dépasser ces contradictions. Donc, et le Moyen-Orient, pour clore le tout, est une zone où les conflits font florès, se sont multipliés et où on a véritablement l'impression que c'est la détestation de tous à l'encontre de tous. Donc tout cela ne nous rendait point tellement optimistes dans le constat et on s'est demandé s'il ne serait pas judicieux d'essayer de nous projeter sur 10 ans, c'est donc le titre du dossier, 2020-2030, les défis de la décennie, pour tenter de dégager ce qui pouvait constituer, au-delà des contradictions, au-delà des défis, au-delà des difficultés, elles sont nombreuses, des points d'appui pour tenter de refonder les relations internationales et de vivre dans un monde un peu plus organisé, un peu plus fluide et un peu plus harmonieux. Alors pour autant, on ne se cachait pas les difficultés, parce que la décennie qui s'ouvre, elle est d'ores et déjà marquée par au moins 3 grands types de défis. Bien sûr, le premier qui vient à l'esprit, c'est le défi environnemental. Il ne date pas du début de la décennie, il est bien antérieur, mais d'après toutes les études et les expertises qui nous sont fournies, on peut craindre que l'accélération de la dégradation environnementale et du climat ne s'accélère dans les années à venir. Que faire par rapport à cette situation ? Le deuxième type de défi, il est un défi social, parce que certains nous ont vanté les mérites de la mondialisation, et on peut admettre que sur certains aspects, la mondialisation libérale a fait progresser un certain nombre de pays, c'est un fait et un constat. Pour autant, on peut aussi constater que si on raisonne globalement, ou si on raisonne à l'intérieur de chaque État, eh bien dans la plupart des cas, les disparités, les inégalités sociales se sont accrues. C'est donc un deuxième défi que nous devrons prendre à bras-le-corps. Enfin, le troisième type de défi, c'est le défi politique, le défi démocratique. C'est-à-dire que ceux qui prévoyaient que les progrès économiques allaient entraîner mécaniquement des progrès démocratiques, je crois, se sont trompés. On constate aujourd'hui, à travers le monde, je n'ai pas le temps ici de décliner cas par cas, mais sur tous les continents, des formes de régression démocratique, la restriction des droits et des libertés communes, et tout cela est assez préoccupant. Si on prend un peu de recul, depuis la crise de 2007-2008, qui s'est poursuivie pendant de nombreuses années, eh bien finalement rien n'a véritablement changé pour une raison très simple de mon point de vue, c'est que le logiciel même qui avait permis de comprendre pourquoi cette crise s'était développée et qui constituait donc la cause fondamentale de cette crise du capitalisme financier au niveau international, eh bien n'avait pas été modifié. Et donc évidemment, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on ne change pas les causes de ce qui avait induit l'éclosion, l'éclatement plus précisément de cette crise, risquait de générer d'autres crises. Donc je pense qu'il faut être très
très prudente, très précautionneux quant aux grandes promesses qui sont formulées par les uns et les autres. Aujourd'hui, bien évidemment, nous sommes dans une situation un peu différente. Alors, dans les effets, peut-être pas, parce que nous sommes à l'orée d'une crise économique probablement majeure et très préoccupante pour les équilibres de chaque État-nation, mais aussi pour les équilibres internationaux. Les causes, pour autant, ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que là, nous sommes dans une crise pandémique qui a touché l'ensemble des continents, la quasi-totalité des pays de la planète, et nous avons assisté, phénomène assez extraordinaire, à l'arrêt de la machine économique partout et quasiment en même temps. C'est quand même absolument incroyable, c'est extraordinaire au sens littéral du terme, et donc cette machine économique est restée quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Elle se remet en marche désormais, avec beaucoup de difficultés, c'est une évidence, mais là aussi, je pense que les effets vont être terribles. Plan d'ajustement structurel, accroissement du chômage, accroissement des disparités à l'intérieur des États, mais aussi entre les États au niveau international, sont probablement des phénomènes qui vont toucher la quasi-totalité des États du globe, ce qui n'est guère réjouissant. Et je me méfie de ce point de vue beaucoup des déclarations sur le monde d'après. Cette expression a fait florès. Pour notre part, nous préférons, dans l'introduction au dossier de la revue, parler des mondes qui viennent. Ça paraît plus prudent et je ne crois pas en réalité, à moins de bouleversements politiques majeurs à travers tout le globe, je ne pense pas que l'expression « le monde d'après » soit véritablement explicatif et nous donne les clés de compréhension de ce qui risque de se passer dans les 2, 3, 4, 5 ans à venir. Alors pour autant, je crois qu'il ne faut pas rester les bras ballants et se lamenter. Il y a sûrement des solutions, elles sont difficiles à mettre en œuvre, mais je reviens à ce que je disais précédemment, pour qu'elles soient efficaces, encore faudrait-il avoir le courage de changer de logiciel. Est-ce que nous en serons collectivement capables? La question est posée et évidemment personne n'a aujourd'hui la réponse. Donc on est devant une contradiction tout à fait majeure. Je me permettrai aussi, sur ces questions économiques, de faire une petite précision sur un point. J'ai beaucoup entendu au cours de ces dernières semaines des débats sur la croissance, sur peut-être le nécessaire arrêt de la croissance porté par des courants politiques et idéologiques qu'on a dénommés les décroissants. Je crois que la question est véritablement très mal posée. Ce que le monde a besoin, ce n'est pas d'une décroissance. C'est d'un autre type de croissance, d'une croissance qui soit susceptible de satisfaire les besoins humains collectifs. Évidemment, au sein de l'Union européenne, au-delà des disparités sociales qui sont très importantes, en France même par exemple, c'est une évidence, mais il est clair qu'il y a des pays à travers le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, qui ont besoin de croissance. Il serait totalement criminel de procéder à des décisions politiques allant dans le sens de la décroissance. Donc je crois là aussi qu'il faut se méfier des expressions toutes faites, il faut se méfier du prêt-à-penser idéologique et il faut avoir le courage là aussi de modifier les logiciels à l'œuvre pour comprendre les dynamiques à l'œuvre, leurs contradictions, les défis qui nous sont posés et ne pas céder à la facilité. Alors c'est dans ce contexte que ce que vous évoquez, bien évidemment, prend un tour préoccupant, c'est sur la montée des nationalismes, la montée des populismes, parce que dans ce type de situation, il est évident que certaines forces politiques s'emparent des angoisses, s'emparent des inquiétudes bien légitimes des populations pour attiser des ressentiments à l'égard du voisin, à l'égard de l'autre, attise les plus mauvais penchants du nationalisme et c'est un phénomène que l'on peut constater à travers le monde, que ce soit aux États-Unis avec M. Trump qui prône le repli sur soi-même, America First, il ne cesse de le répéter, on peut le voir au sein de l'Union européenne dans un pays comme la Hongrie et on peut le voir à des pays qui postulent à l'entrée à l'Union européenne comme la Turquie. Donc
Donc tout cela est un phénomène international. Il n'y a pas un pays qui soit a priori prémuni de ce danger nationaliste et populiste. Et pour autant, là aussi, il ne faut pas baisser les yeux, il ne faut pas se voiler la face. Il faut prendre ces questions à bras-le-corps. Et c'est pourquoi un des grands défis, c'est le défi démocratique. On ne pourra résoudre ces défis populistes et souverainistes ou nationalistes que par l'extension des droits démocratiques individuels et collectifs des populations. Alors là aussi, on a assisté au cours de ces dernières semaines, comme nous y avions assisté en 2007-2008, à de nombreux débats sur le retour de l'État. Parce que, et ça peut prêter à sourire, ceux qui pendant des années nous avaient expliqué que l'État n'avait rien à faire au niveau économique, qu'il fallait laisser agir les forces du marché, en période de crise 2007-2008 ou actuellement, n'ont cessé avec virulence d'exiger que l'État prenne toutes ses responsabilités. Donc déjà, là, on voit en termes fonctionnels l'importance des États, parce que nous avons, de mon point de vue en tout cas, besoin d'États organisateurs, d'États stratèges qui savent se projeter sur le moyen terme au moins. Chacun comprend que nous sommes dans une phase du capitalisme que l'on appelle le capitalisme financier et que ce capitalisme financier ne pense qu'à une chose, c'est au retour sur investissement dans les meilleurs délais. Or, pour se projeter dans l'avenir, justement, il faut raisonner à terme, pas seulement sur les 6 mois. Et ça, seul un État peut le réaliser. C'est pourquoi je parle d'État stratège. Aujourd'hui, en France, par exemple, beaucoup se lamentent sur la désindustrialisation du pays. Et c'est un constat très inquiétant. Il y a une forme de désindustrialisation accélérée de la France. Et il y a bien d'autres pays dans la même situation. Pour réindustrialiser de façon organisée, maîtrisée, réfléchie, rien ne pourra supplanter le rôle central d'un État. Donc, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Pour autant, je voudrais faire une précision. Un État n'est jamais neutre. Un État, quel qu'il soit, est toujours l'expression de forces sociales. Or, nous savons qu'il y a des forces sociales qui ont des intérêts contradictoires. Donc, quand on dit rôle de l'État, oui, tout à fait, en tout cas c'est mon point de vue, mais le rôle d'un État et la fonction d'un État qui prennent des décisions qui satisfassent aux besoins du plus grand nombre, faut-il le préciser, et qui ne soit pas seulement le courtier d'intérêts mesquins de petites minorités. Je suis pour ma part convaincu que l'État-nation reste à ce stade, aujourd'hui, et pour les années à venir, le meilleur cadre d'exercice des droits démocratiques. Il n'y en a pas eu de meilleur organisé à ce stade, encore une fois. Je pense que l'État est aussi peut-être le lieu qui peut constituer un rempart contre les forces débridées du marché. Là aussi, je crois qu'il faut un État organisateur, susceptible de tenter de se hisser au-delà des intérêts des forces du marché, de tel ou tel groupe industriel, de telle ou telle entreprise. Et puis enfin, je crois que l'État-nation, c'est le meilleur cadre à ce stade qui peut initier de véritables coopérations internationales avec ses voisins, avec ses partenaires, sur des bases de respect de la souveraineté de son partenaire. Cela n'est nullement contradictoire. En ce sens, l'État-nation, pour moi, c'est l'antithèse du repli sur soi, parce qu'il y a une conception de l'État-nation qui viserait à se replier sur soi, à prôner des formes d'autarcie. Je n'y crois absolument pas. Nous sommes désormais dans une forme d'économie mondialisée, une économie libérale mondialisée, c'est un fait, on ne peut pas revenir en arrière et je crois que ce n'est pas souhaitable, mais pour autant on peut organiser ces formes de mondialisation et pour organiser cette forme de mondialisation, encore faut-il des États forts. Donc à mon avis, c'est pas de moins d'États dont nous avons besoin, c'est de plus d'États, mais d'États plus régulateurs, plus justes et qui, encore une fois, pensent à l'intérêt commun. Dernier élément, je parle de la nécessité de l'État-nation, d'État stratège, à ce stade actuel du développement des sociétés humaines. Peut-être dans 40, 50 ou 100 ans, la forme État-nation sera dépassée et que nous aurons inventé d'ici là d'autres formes d'organisation des sociétés. Mais plus modestement, le dossier que nous avons dirigé avec Sébastien Habis se concentre sur les 10 prochaines années. Et je pense que dans les 10 prochaines années, le rôle des États et des États-nations restera tout à fait essentiel, fondamental et structurant.